98. Wow. Radio X. À Québec. Depuis 25 ans et pour encore longtemps. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 miles to the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. Bon mercredi, 19h01, bienvenue dans les X-Files. Bonjour Christian. Bonjour Louis, j'allais dire, oh Camille, t'as mis ta grosse voix. Oui, exactement, j'ai encore changé mes cordes vocales. Oui. Donc écoute, on vient d'entendre probablement l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Hein. Oui. On était le 20 juillet 1969 ou le 21 juillet si on se met au méridien de Greenwich. Donc on était dans cette soirée mémorable où Neil Armstrong est descendu du lemme lunaire Eagle qui s'était posé quelques heures plus tôt. Et avec cette phrase célèbre, c'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. Et pourquoi on a commencé avec cet extrait et quel est le sujet de notre émission, quel est le lien avec notre sujet de ce soir? Les mercredis, ce sont des émissions que l'on consacre généralement à des énigmes historiques ou à des théories du complot. Et voilà que cette semaine a pris fin la mission Artemis 1 avec un énorme succès. Oui. Donc c'était la première fois que la NASA envoyait à nouveau autour de la Lune, cette fois sur une orbite très très large, un vaisseau spatial qui était susceptible d'avoir un équipage. Dans le cas présent, on avait mis des mannequins, mais lors de la mission Artemis 2, qui est prévue pour 2024, la mission comportera un équipage. Le vaisseau Orion est conçu pour avoir des 4 passagers. Donc, la mission de 2024 devrait contenir un équipage humain qui devrait remplacer nos mannequins de la mission Artemis 1 et la mission Artemis 3, donc prévue pour 2025, devrait permettre l'atterrissage d'un vaisseau sur la Lune et le débarquement d'un équipage, nous ramenant aux années, à cet âge d'or de la conquête de l'espace, lorsque la NASA avait entrepris la conquête de la Lune à travers les missions Apollo. Et pourquoi j'ai choisi de parler de ça? Parce que depuis le début de la mission Artemis, beaucoup de gens m'ont écrit pour toutes sortes de raisons à propos de la conquête de la Lune. Il y a souvent des questions qui sont soulevées parfois de manière très légitime. On a également des théories du complot qui ressurgissent à chaque fois où on parle de retourner sur la Lune. Donc, des gens posent des questions. Et ce soir, j'ai choisi les 3 grandes questions qui me sont posées. J'aurais pu choisir de répondre du genre courrier des auditeurs, mais j'ai décidé de les regrouper et de consacrer notre émission de ce soir à essayer de répondre aux 3 grandes questions que se posent les gens lorsqu'il est question de la conquête de la Lune, et tout ça en lien, bien sûr, avec cette mission Artemis. La première grande question, c'est: est-ce que nous sommes vraiment allés sur la Lune? Parce que, à regarder l'enthousiasme que soulève la mission Artemis, on a l'impression que la NASA en est vraiment à un nouvel ère. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que la NASA est si enthousiaste avec l'idée de la mission Artemis, alors que c'est déjà du passé. On a déjà été sur la Lune. Donc, pourquoi cet enthousiasme? On a presque l'impression que pour la NASA, ça devient une première, alors qu'en théorie, il y a eu quand même 6 missions lunaires qui ont marqué la fin des années 60, début des années 70. Donc, pourquoi cet engouement? Est-ce que c'est parce que c'est une première? Et si c'est une première, ici, ça voudrait donc dire qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Donc, il y a toujours cette question. C'est une théorie du complot
Puis il faut le dire, hein, c'est une théorie du complot qui circule dès les premiers alunisages en 1969. Cette théorie du complot a commencé à circuler. Hein. Des gens se disaient, ouais, on voit à la télé les astronautes sur la Lune, mais sont-ils vraiment sur la Lune? Donc on va revenir un peu sur cette théorie du complot qui, à chaque fois où il est question de la Lune, d'un nouveaux alunissages, d'un débarquement de l'homme à nouveau sur la Lune, il y a toujours cette théorie du complot qui revient. Donc on va essayer de regarder ça. Sommes-nous vraiment allés sur la Lune? On va essayer de répondre à cette question-là. C'est dans les plus grandes théories du complot avec, mettons, le 9/11 puis voilà. La Terre est plate. Là. Voilà. Quand on parle des théories du complot, moi je dis souvent, faut préciser, hein, les complots existent. Hein, ils existent tous les jours. Il y a des complots. Ils sont à différents niveaux. Hein, à partir de deux individus qui se réunissent autour d'un café pour dire on va éliminer un troisième partenaire, c'est un complot. Hein. Donc des complots comme cela, il en existe tous les jours. Malheureusement, ça rejoint le monde interlope, le monde de la politique, le monde de la PEG, etc. Mais ce n'est pas le genre de complot qui intéresse les gens. Les gens, quand on parle de théorie du complot, c'est ce que moi je qualifie de super complot. Et les super complots, tu les as mentionnés, c'est sommes-nous allés sur la Lune? Est-ce que les attentats contre le World Trade Center en 2001 étaient orchestrés de l'intérieur du gouvernement américain ou par d'autres tierces parties qui auraient eu des intérêts à ces attentats terroristes? Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que le monde est gouverné par des Illuminati? Oui, et là, depuis l'avènement, durant la période de Trump au pouvoir, on devait apparaître un nouveau mouvement qui fait dans l'extrême droite conspirationniste, qui est le mouvement QAnon. Et là, pour eux, le pouvoir américain est noyauté de l'intérieur par des groupes d'extrémistes, des satanistes pédophiles, à la tête duquel trônent bien sûr les démocrates. Puis là, on mange des bébés dans des sous-sols de pizzeria qui n'ont finalement pas de sous-sol. Mais peu important, c'est cette peur qu'on ratisse à nouveau. Voilà. C'est amusant parce que cette histoire-là de satanistes qui dévorent des bébés, là, on l'associe à une classe politique et plus qu'une classe politique, à un parti politique en particulier, qui sont les démocrates. Mais il faut savoir que cette peur satanique, elle a déjà existé dans les années 80, où on voyait des satanistes partout. Ils avaient investi les gouvernements, les arcanes du gouvernement, ils avaient investi les écoles, les services sociaux. C'est ce qu'on a appelé ce que les sociologues ont appelé à l'époque la grande peur satanique des années 80. Et là, c'est simplement un retour du balancier avec cette nouvelle mouture de la peur satanique, cette fois orchestrée par le mouvement QAnon, qui fait bien sûr dans les théories du complot. Oui. Mais tu as raison, hein, l'alunissage, les missions Apollo des années 60 et 70 marquent une des théories du complot les plus populaires. Donc on va revenir là-dessus. Sommes-nous allés sur la Lune? Et si nous sommes allés sur la Lune et qu'on y retourne maintenant, pourquoi est-ce que quelque part on a mis fin à ce programme Apollo? Oui. Alors là aussi, on a toutes sortes de théories du complot qui impliquent des extraterrestres, des accidents. Bon, c'est très varié les raisons qu'on évoque pour expliquer pourquoi les missions Apollo se sont arrêtées. Et enfin, si nous sommes déjà allés sur la Lune, pourquoi est-ce si compliqué d'y retourner? Hein, c'est une grande question que les gens se posent. On a l'impression, on fait des essais. Au départ, hein, ce projet-là, le projet d'envoyer des hommes sur la Lune, avait déjà été évoqué durant le gouvernement de Barack Obama. Ça s'appelait le projet Constellation. Ça a été mis de côté, abandonné parce que trop complexe, trop coûteux. Et là, à nouveau, on voit les essais. Ce programme Artemis n'a pas cessé là, au cours des 2 dernières années d'être repoussé. Et on a l'impression que c'est toujours de renvoyer ça au calendrier grec. Hein. Bon, là, on nous parle de la mission Artemis 2 qui va simplement mettre des hommes en orbite autour de la Lune. Ouais, pourtant, il me semble qu'on a fait ça plusieurs fois. Alors, pourquoi ça devient si complexe? Et on ramène ça en 2024 et le premier atterrissage d'hommes sur la Lune, d'hommes et de femmes, bien sûr, on s'entend. Puis il y aura également des gens de couleur pour la première fois qui vont débarquer sur la Lune en 2025. Bon, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi c'est si laborieux alors que c'est quelque chose qu'on a déjà fait? C'est un peu comme si on comparait ça au monde de l'aviation. En 1927, Charles Lindbergh est le premier à traverser l'océan Atlantique avec un avion, mais ça prend 33 heures. Et c'est un grand moment dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, traverser l'Atlantique en avion, des milliers de gens font ça tous les jours. On monte dans un avion, on s'en rend même pas compte, on regarde un film sur un écran et bang, on est rendu à Paris, on est rendu à Londres, on est rendu à Madrid. Et on fait ça tous les jours.
retour. Alors pourquoi si on l'a déjà fait avant, pourquoi est-ce que c'est devenu si compliqué de le faire aujourd'hui? Ça aussi, c'est une autre question que les gens m'ont posée, puis je vais essayer de répondre à ça. Qui est une question légitime à se poser aussi, parce que la technologie, Absolument. dans ce temps-là, une calculatrice, c'était gros comme une maison. Maintenant, ça rentre dans un cellulaire, là. C'est exactement la question que les gens me posent. C'est, à l'époque, c'était vraiment des gros boutons, des grosses switches on-off, puis quand ça marchait pas, c'est donne un coup de poing dessus pour voir. Aujourd'hui, on a des systèmes excessivement élaborés. Alors que, si on fait une comparée, dans les années 60, les ordinateurs domestiques n'existaient pas, et ceux qui existaient, qui étaient utilisés par les banques ou les centres d'information, c'était des ordinateurs avec des grandes bobines magnétiques. C'était épouvantable. Ça fonctionnait avec des cartes perforées, et ça avait à peu près un pouvoir moindre que ton téléphone portable aujourd'hui. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, si tu me passes l'expression, ça devrait être un pet de pouvoir refaire ça, puisqu'on l'a déjà fait dans les années 60. Et donc, c'est une question qui est légitime, puis on va essayer de regarder pourquoi, le pourquoi du comment de tout ça. Yes, ben lançons-nous là-dedans. Ben alors, on va commencer par, sommes-nous allés sur la Lune? Et quelles sont les preuves qu'on est allé sur la Lune? Donc, je rappelle pour les auditeurs qu'il y a eu 6 missions lunaires qui ont lieu entre 1969 et 1972. D'ailleurs, au moment où on se parle, c'est le 50e anniversaire. On est décembre 2022. C'est le 50e anniversaire de la dernière mission lunaire qui s'est tenue en décembre 1972. C'était la mission Apollo 17. Et les 2 marcheurs lunaires, Gene Cernan et Harrison Schmitt. D'ailleurs, Harrison Schmitt, c'était le premier géologue, donc un non-militaire, à faire partie des équipages Apollo et de débarquer sur la Lune. Donc, un premier civil sur la Lune en la présence d'Harrison Schmitt, un géologue. Donc, Schmitt et Cernan ont été les derniers hommes à marcher sur la Lune en décembre 1972. Le premier étant bien sûr Neil Armstrong, dont on a entendu la célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». C'était la mission Apollo 11. C'était en juillet 1969. Et son compagnon, l'autre marcheur lunaire avec lui, était Buzz Aldrin, qui d'ailleurs est le dernier vivant encore de la mission Apollo 11. La mission Apollo 11 c'était un équipage de 3 hommes. Celui qui avait le plus mauvais fauteuil, c'était Michael Collins, parce il devait rester dans le module de commande qui est en orbite autour de la Lune. Hein. La façon dont ça fonctionnait, c'est ce qu'on appelait le train spatial. On avait donc 2 parties, qui étaient le module de service et le module de commande, une espèce de cylindre avec un bout pointu. Et sur le bout pointu, sur le nez du bout pointu, qu'on appelait le module de commande, il y avait le LEM lunaire. Donc on amenait ça jusque sur la Lune, on larguait le LEM se posait. Nos 2 hommes, Armstrong et Aldrin, et Aldrin ont marché sur la Lune. Ensuite, ils remontaient dans le LEM, la partie supérieure du LEM se décollait et allait rejoindre le module de commande et de service qui étaient ensemble. On se transférait, le LEM était abandonné dans l'espace, le vaisseau revenait vers la Terre et lorsqu'il arrivait près de l'orbite de la terrestre, le module de commande était abandonné dans l'espace et seul c'est-à-dire le module de service était abandonné dans l'espace et seul le bout pointu rentrait à nouveau sur Terre et amérissait dans l'océan Pacifique. Donc, c'était un système assez complexe. Donc, on avait toujours 3 astronautes. Un qui, malheureusement, devait rester... C'est le gars qui faisait le taxi, si je puis dire. Le gars qui restait en orbite autour de la Lune, qui débarquait pas. Lui, il amenait ses compagnons, il les ramenait. Donc, c'est le mauvais fauteuil. Dans le cas de la mission Apollo 11, c'était Michael Collins qui avait le mauvais fauteuil. Les 2 marcheurs lunaires, les 2 premiers hommes à marcher sur la Lune, Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Et puis ensuite, il y a eu... On avait prévu de se rendre jusqu'à la mission Apollo 20, mais on a abandonné avec Apollo 17. Apollo 17 a été la dernière mission lunaire. Je reviendrai sur le pourquoi on a écourté les missions Apollo. Ouais. Et toutes ces missions ont été relativement de très bons succès. Et il y a eu un échappé, c'est la mission Apollo 13, dont probablement beaucoup d'auditeurs ce soir ont vu le film avec Tom Hanks, qui reprend ces événements. Oui. On est en 1970 et on est en avril 70. La mission Apollo 13 va exploser. Le module de service va exploser et les astronautes vont devoir utiliser le LEM lunaire. Heureusement pour eux que l'accident s'est produit à l'aller parce qu'au retour, ils étaient perdus. Mais comme l'événement s'est produit à l'aller, ils ont pu profiter
profiter du lemme lunaire qui était accroché sur le nez du vaisseau pour l'utiliser comme une forme de bouée de sauvetage pour les ramener vers la Terre. Donc, la mission Apollo 13 a été avortée et les astronautes n'ont pas pu débarquer sur la Lune à ce moment-là. Mais tous les autres, donc Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 ont amené des équipages sur la Lune. Donc, 12 hommes sur la Lune, c'est quand même étonnant parce que quand on y réfléchit, Louis, pense-y là, un peu. Dans toute l'histoire de l'humanité, là, il y en a eu des humains sur Terre, là, depuis la préhistoire. C'est des centaines de milliards d'êtres humains qui ont existé sur Terre. Et de tous ces humains-là, seuls 12 peuvent se vanter d'avoir été dans un autre monde. Hey, 12, puis est-ce qu'ils sont tous encore vivants aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je crois, de ces missions Apollo, de mémoire, je crois qu'il y en a encore 5 de vivants. Dans le cas de la mission Apollo 11, Mike Collins est décédé il y a 2 ou 3 ans. Neil Armstrong est décédé en 2012 lors d'une chirurgie cardiaque. Bon, la famille a poursuivi l'hôpital pour négligence, mais néanmoins, bref, peu importe, on n'entrera pas dans ce détail-là, mais Neil Armstrong est mort en 2012. Et le dernier encore vivant, très âgé, il y a 85-86 ans, c'est Buzz Aldrin, qui est quand même âgé, mais quand même assez actif. Il s'implique beaucoup, notamment lorsqu'il s'agit de faire la promotion pour les missions qu'on anticipe pour aller sur Mars. Il est un très bon porte-parole. Donc, c'est le dernier survivant de la mission Apollo 11 de 1969. Et des autres missions, il y en a encore 3 ou 4 de ces astronautes qui sont encore vivants. Mais ils font partie d'un club très sélect. Au départ, ils étaient 12. Maintenant, ils ne sont plus que 3 ou 4. Et je me rappelle à un moment donné une phrase. Lorsque le projet Constellation avait été abandonné sous l'administration de Barack Obama, je me rappelle la phrase qu'avait dit Buzz Aldrin. Il avait dit, il avait pris ça avec beaucoup de déception, qu'on abandonnait le retour sur la Lune. Et Buzz Aldrin avait dit, j'ai bien peur qu'avant qu'on retourne sur la Lune, il n'y aura plus personne de vivant pour dire qu'il a été sur la Lune. Et la façon dont les choses se passent, si le projet Artemis 3 qui devrait amener un équipage sur la Lune en 2025, à ce moment-là, compte tenu des autres astronautes qui sont encore vivants aujourd'hui, il y en a, comme je l'ai mentionné, 4 ou 5 peut-être, mais ce sont tous des vieux monsieur qui ont tous plus de 80 ans. Si la prédiction de Buzz Aldrin ne se manifeste pas, on sera quand même pas loin, parce que j'ai l'impression qu'en 2025, il y aura plus beaucoup de marcheurs lunaires, des missions Apollo qui seront encore en vie, malheureusement. Ouais. Mais bref, donc 12 hommes ont marché sur la Lune. Et pourquoi cette idée-là de est-ce qu'on est allé sur la Lune? Pourquoi cette théorie du complot, elle ressurgit périodiquement? Bon, déjà, elle existait en 1969. Des gens avaient de la difficulté à croire ce qu'ils voyaient sur leur écran de téléviseur. Mais une des grandes raisons qui fait que ces missions Apollo sont souvent l'objet d'une espèce de controverse ou de théorie du complot, c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'on a minimalement une, sinon pratiquement 2 générations, dont toi tu fais partie, une génération de gens qui, pour eux, les missions Apollo ne sont rien d'autre que des histoires de photos et d'images. Oui. Donc, moi, par exemple, j'étais tout petit lorsqu'on a marché sur la Lune. Je me rappelle, je l'ai souvent raconté à l'émission parce que c'est un souvenir qui est pour moi inoubliable. À l'époque, au moment où Armstrong va débarquer sur la Lune en 1969, j'ai 6 ans. Je vis chez mes grands-parents à ce moment-là. Et mon grand-père vient me réveiller le soir. Et là, il me dit, faut que tu vois ça, t'oublieras jamais ce moment-là. Fait que là, écoute, le tout petit bonhomme, je me lève, je m'en vais m'asseoir dans le salon, je me frotte les yeux, je suis tout endormi. Et là, on voit des images à la télé, un peu granuleuses, en noir et blanc. Puis là, on voit en bas, c'est écrit en direct de la Lune. Et là, je me rappelle, pour les plus vieux qui ont mon âge, on se rappelle le professeur Jacques Lebrun, qui était un excellent vulgarisateur scientifique à la télévision québécoise. C'est lui qui animait l'émission spéciale du débarquement lunaire. Et là, à un moment donné, on voit Armstrong qui descend, marche sur la Lune, et là, il dit sa phrase, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Et là, je voyais le prof Lebrun à la télé, personnage très connu là à la fin des années 60 au Québec, qui faisait notamment les bulletins météo. Il pleurait à l'écran, les larmes lui coulaient sur les joues, puis là, on voyait à l'écran, c'était marqué en direct de la Lune. C'était quelque chose de
fascinant. Et j'ai jamais oublié le momentum que ça a été de voir cet événement-là. On en parlait. Moi-même, à 6 ans, à l'école, on était en première année, puis les petits garçons faisaient des dessins, puis on nous parlait de ça, qu'on allait sur la Lune. Et là, tout d'un coup, j'étais là, assis dans le salon, et je voyais ces images à l'écran. C'était absolument extraordinaire. J'avoue que j'ai des meilleurs souvenirs des missions subséquentes. Je me rappelle plus aisément la mission Apollo 17, parce que qui se produit en 1972. À ce moment-là, j'ai 9 ans, donc je m'en rappelle de manière plus soutenue, mais le souvenir d'Apollo 11 a été extraordinaire. Mais pour toute la génération des gens qui sont nés après les années 70, dont tu fais partie, tu es un peu cette deuxième génération, les missions Apollo n'ont jamais existé autrement que par des archives. Donc, alors, on regarde ça et on se dit... C'est difficile parce que dans les années 60, moi je peux te dire qu'on n'avait pas le moyen de truquer de telles images. Des grands films de cette époque, les années 60, on se rappelle par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace avec Stanley Kubrick, qui est un excellent film. Mais pour faire des scènes de mission où les gens marchaient sur la Lune, on ralentissait le mouvement. Donc on voyait que le film était légèrement ralenti pour donner un mouvement plus anormal, si je peux dire, dans le mouvement des comédiens. Alors que quand on regarde les images sur la Lune, les astronautes ne marchent pas plus lentement, ils marchent plus légèrement. Et ça, le seul moyen qu'on a pu réussir à reproduire ça dans les années 80-90, c'est en attachant des ballons d'hélium à des comédiens pour qu'ils marchent plus légèrement, et ensuite, en post-production, on pouvait effacer le ballon et les cordages qui tenaient les comédiens, mais qui donnaient cet effet-là. Puis même là encore, créer un effet d'apesanteur, c'est très difficile lorsque les gens savent pas ça, mais quand on a tourné Apollo 13, par exemple, avec Tom Hanks, les scènes en apesanteur ont été tournées dans un avion. Donc, les comédiens montent dans un avion. L'avion monte à très, très haute altitude. C'est un avion spécial conçu par la NASA pour l'entraînement des astronautes. Donc, l'avion monte à très haute altitude et ensuite, il tombe. Littéralement, c'est une chute. Et à l'intérieur, comme les passagers tombent en même temps que l'avion, ça crée comme un effet d'apesanteur. Littéralement, les passagers flottent à l'intérieur de l'avion. Mais ça ne dure que quelques secondes, 1 minute, 1 minute et demie au maximum. Donc, on doit tourner les scènes d'apesanteur à ce moment-là sur un écran vert et ensuite on rajoute les décors. Et donc, dans une journée, on va faire 50, 60 vols avec des courbes semblables pour pouvoir accumuler du temps de tournage avec cet effet d'apesanteur. C'est très compliqué. Ça donne pas mal au cœur, tout le temps monter, descendre d'abord? J'imagine pour les comédiens, ça doit donner mal au cœur. Donc, alors tu comprends l'idée de voir comme ça en direct, parce que lorsqu'il y avait l'émission Apollo, on était en direct et là, on suivait les astronautes dans l'espace, puis là, la transmission durait 2 heures, mais les gars étaient 2 heures, on voyait bien qu'ils étaient 2 heures en apesanteur, là. Ils faisaient tourner des stylos en l'air, lançaient des gouttes d'eau qui formaient des bulles, mais c'était impossible à refaire, on n'aurait pas pu faire ça en studio. Mais néanmoins, aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de faire des trucs semblables. Donc, on comprend qu'on a toute une génération de gens qui sont nés à l'ère de l'électronique, qui sont nés à l'ère où on a des images de synthèse. Et quand ils regardent des images de synthèse, aujourd'hui, on est capable de faire avancer des dinosaures dans une ville. Ce qu'on peut, ça a l'air très réel. On peut faire n'importe quoi, là. C'est ça. Donc, voir des images un peu granuleuses de gars qui semblent marcher sur la Lune, on se dit, mais ça serait facile de truquer ça. Oui, c'est vrai que ça serait facile aujourd'hui, en 2020. En 1969, 70, ça aurait été plus compliqué. Mais néanmoins, ces gens-là étaient pas là en 1969, 70. Donc, ils évaluent ces images-là en fonction de leur connaissance d'aujourd'hui. Et donc, pour eux, il y a comme un recul qui est difficile à prendre par rapport à tout ça. Donc, on a toutes 2 générations pratiquement qui, pour eux, les missions sont un peu essentiellement des images d'archives. Ils n'ont pas connu l'enthousiasme de ces missions lunaires. Ensuite, il faut quand même se le dire, c'est un événement incroyable. Pense-y un peu, Louis, quand tu sors à l'extérieur, quand la prochaine fois tu vas sortir à l'extérieur puis tu vas regarder la Lune, rappelle-toi que 12 hommes ont été là. Quand on s'arrête, on y pense, mais c'est fantastique. C'est vraiment un exploit incroyable. On a envoyé 12 hommes marcher sur cette boule-là. C'est un exploit tellement incroyable que, bien sûr, ça soulève le questionnement. Est-ce qu'on a été capable de faire ça? Et surtout avec une technologie qui aujourd'hui nous paraît complètement obsolète. Il faut quand même se dire
que c'est une théorie du complot qu'on voit réapparaître. Mais cette théorie du complot, elle nous semble plus présente aujourd'hui, ou elle semble plus largement répandue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans, alors que c'est faux. Hein, ce sont les médias sociaux qui nous donnent cette impression-là, parce que aujourd'hui, et principalement depuis la crise de la pandémie, les théories du complot ont foisonné et les médias se sont intéressés aux théories du complot parce que dans la théorie du complot, contre les vaccins, contre le COVID, etc., ça touchait directement la santé publique. Donc, les médias ont été intéressés par ça, puisqu'il y avait une conséquence directe sur la population en général. Mais ces théories du complot-là, elles existaient, bon, pas celles du COVID, bien sûr, mais des théories de « on n'a pas été sur la Lune, la Terre est plate, le monde est contrôlé par les Illuminati », bon, etc., etc., le World Trade Center. Ces théories-là circulaient déjà il y a 10, 15 ans, là, mais on s'y intéressait moins parce que ça ne touchait pas directement la communauté. Avec le COVID, on s'est retrouvé avec des théories du complot qui avaient un impact direct, donc les médias se sont intéressés à ça. Ouais. Et à travers les médias sociaux, on a vu ressurgir à nouveau ces théories du World Trade Center, des missions Apollo. Mais il faut savoir que si on regarde des statistiques récentes, donc des statistiques de 2021, où on a sondé les Nord-Américains sur leur adhésion à des théories du complot, bien sûr, on a posé la question sur les missions lunaires, puisque c'est une théorie du complot qui est très populaire. Et il y a entre 5 et 10% des gens qui croient qu'on n'a pas été sur la Lune. Mais 5 à 10% des gens, bon, c'est sûr que si on regarde aux États-Unis, on se dit, bon, ils sont 350 millions d'habitants. 350 millions d'habitants, 10% des gens qui disent on n'a pas été sur la Lune, ça fait quand même, ça fait quand même 35 millions de personnes là, qui croient qu'on n'a pas été sur la Lune. Mais dans les faits, si on regarde sur le plan sociologique, il n'y a rien d'étonnant à ça. Parce que c'est le niveau de crédulité. En journalisme, le niveau de crédulité, c'est dans une communauté donnée, et dans notre cas, parlons des pays occidentaux, donc les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Canada, donc les grands pays occidentaux, le taux de crédulité est à peu près de 5 à 10%. Qu'est-ce que c'est ce taux de crédulité? C'est l'adhésion que les gens vont faire à n'importe quoi. Il y a des gens qui croient spontanément n'importe quoi. Ouais. Donc les gens rentrent au dépanneur, par exemple, ils vont s'acheter un paquet de cigarettes, sont devant le comptoir et là voient sur un kiosque à journaux, ils voient un journal avec un titre du genre Céline Dion est un extraterrestre. Alors parce que c'est écrit dans le journal, ils se disent Céline Dion est un extraterrestre. C'est logique. Et absolument. Et ça, crois-le ou non, dans les grands pays occidentaux, on a à peu près de 5 à 10% des gens qui acceptent spontanément tout ce qu'ils voient. Donc les gens qui croient qu'on n'a pas été sur la Lune ne représentent pas une forme d'adhésion au-delà du taux de crédulité. On dirait aux gens, les hommes qui sont allés sur la Lune étaient des extraterrestres. Il y a de 5 à 10% des gens qui vont dire, ben oui. Puis on va dire, Barack Obama est lui-même un extraterrestre. Ben oui, de 5 à 10% vont adhérer à ça. Donc puis évidemment, dans les pays, c'est souvent une question d'éducation. Plus on va vers des pays moins éduqués, plus les gens auront tendance à adhérer à toutes sortes de croyances un peu fantaisistes. Ouais. Donc tu t'imagines, si dans les pays occidentaux, on a de 5 à 10% des gens qui adhèrent à n'importe quelle fadaise, inutile de dire ce que doit être ce taux d'adhésion dans des pays où il y a très peu d'éducation. On pense par exemple à des pays du Centrafrique ou des trucs comme ça. Là, tu te dis, écoute, le taux d'adhésion à toutes sortes de trucs doit être est tout à fait épouvantable. Et il faut quand même aussi se rappeler que pour une part de la population, les gens un peu plus âgés, comme moi par exemple, les petits vieux, on a grandi avec une notion que les jeunes ont moins aujourd'hui, puis heureusement qu'ils ont moins cette vision-là. C'était l'idée que si c'est écrit dans le livre ou si c'est écrit dans le journal, c'est forcément vrai. Parce que à l'époque, dans les années 60-70, les journaux, c'était sérieux. Les bulletins de nouvelles, c'était sérieux. Tu comprends? Ouais. Et ceux qui publiaient des livres étaient des gens qui appartenaient à une élite. Seuls les gens de l'élite écrivaient des livres. Donc, si tu arrivais en librairie et tu trouvais un livre, c'est écrit dans le livre, ça doit être sérieux, c'est écrit dans un livre. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, le domaine de l'édition était différent d'aujourd'hui. Les gens qui écrivaient des livres devaient prendre des manuscrits
manuscrits, les soumettre à des maisons d'édition. Il y en avait de très respectables. Il y avait des comités de lecture et on recevait chaque année des milliers de manuscrits et seulement 1-2% de ces manuscrits-là étaient éventuellement édités. Donc il y avait un tri, une sélection, un comité de lecture. Il y avait toutes sortes de filtres. Alors quand le livre se retrouvait en librairie, ben, on se disait, ça doit être sérieux, puisque c'est en librairie, c'est un livre. Ouais. Aujourd'hui, tu peux toi-même, il y a des sites internet où tu peux toi-même publier tes livres. Vous en écrirez un livre, moi, vous allez voir l'expert. Ouais, c'est ça. Donc tu écris un livre, puis là tu paies. Tu dis bon ben moi je vais payer 1500$, puis ils vont t'en imprimer 200 copies ou 300 copies, tu sais, puis ça vient de finir là. D'ailleurs, c'est amusant que tu dis ça. Je nommerai pas de nom, mais il y a un ufologue au Québec. un chasseur de secours volant, ouais, ça part mal. Qui lui, à un moment donné, j'ai vu passer une conversation, puis le titre dit, dis-moi, il dit, tout le monde parle de Christian Page parce qu'il a écrit 10 ou 12 livres. Il dit, moi, j'en ai écrit plus que lui, j'en ai écrit 15, je pense. Fait que, sauf que le type a pas dit que lui, les 15 livres qu'il avait publiés, sur les 15 livres, il y en avait 13 qui étaient des photocopies faits chez Bureau en gros et reliés avec un boudin. Ouais. Il vendait pour 4,95. Puis les deux autres, il avait lui-même payé l'édition. Alors que moi, tous mes livres ont été publiés par des maisons d'édition qui ont pignon sur rue, qui sont honorables. Crois-moi que c'est très difficile. Si tu veux écrire un livre puis tu veux passer par une grande maison d'édition avec tout le mécanisme que ça implique, comité de lecture, de révision, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, mais moi aussi, tu as tout à fait raison. Moi aussi, si mes livres étaient des trucs photocopiés chez Bureau en gros et reliés avec un boudin, je pourrais en publier un par semaine. Ben oui, mais c'est pas juste la quantité, c'est la qualité de ce que tu publies. C'est ça. Donc, c'est un peu ridicule. Fait que ça m'avait fait sourire quand j'avais vu le type sortir ça comme argument. Je dis, bon, OK. Mais bon, on comprend que c'est pas parce que c'est entre deux couverts de carton que c'est forcément sérieux. Mais à l'époque, c'est vrai que dans les années 60, on avait ce réflexe-là. C'est un réflexe qui nous était inculqué dès la petite école. Si c'est écrit d'un livre, c'est forcément vrai. Donc, il y a plein de gens dès qu'on a commencé à voir ces théories du complot circuler, comme c'était publié, les gens adhéraient à ces théories du complot plus aisément. Donc, il faut faire attention. Donc, on voit qu'on met en place les éléments qui vont faire que cette théorie-là fonctionne bien encore aujourd'hui. Donc, un exploit extraordinaire qui n'existe pour 2 générations à peu près que sous forme d'archives, avec des théories du complot qui circulent énormément, mais qui représentent à peu près l'adhésion de ce qu'on appelle le seuil ou le taux de crédulité. Donc, c'est normal que cette hypothèse-là tienne la route. Néanmoins, il faut savoir que les arguments, parce que c'est pas tout de dire on n'a pas été sur la Lune, tout ça a été monté dans un studio, encore faut-il le démontrer. Et là, malheureusement, ceux qui sont les propagandistes de ces théories du complot nous proposent très souvent des arguments qui sont ridicules, qui ne montrent que, ou bien que ces gens-là sont mal intentionnés ou que ces gens-là sont des ignorants et ils espèrent essentiellement convaincre d'autres ignorants comme eux. Puis on passera pas à travers tous les arguments qu'ils proposent, mais on va quand même en nommer quelques-uns pour voir à quel point ça tient pas la route. Par exemple, les théoriciens du complot qui disent on n'a pas été sur la Lune. L'argument 1, c'est que quand on regarde les photographies prises sur la Lune, on ne voit jamais d'étoiles. Alors que les gens disent, écoutez, les théoriciens du complot nous disent, écoutez, autour de la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, on devrait bien voir les étoiles. Bon, de toi à moi, l'atmosphère, absolument rien à voir là-dedans, c'est simplement d'avoir quelques connaissances en photographie. Si tu sors la nuit sur ton balcon puis tu prends une photographie de ta blonde... Avec une caméra de 1969 en plus... Ouais, tu verras pas les étoiles. Je veux dire, c'est pas ça qui est l'idée. C'est une question, si tu as le moindrement des connaissances en photographie, tu sais bien que pour voir les étoiles, il faut augmenter ton temps d'exposition. Et si tu prends une photo de ta blonde sur le balcon, si tu veux photographier les étoiles en même temps, ta blonde va avoir de l'air d'une grosse tache blanche, puis tu vas voir les étoiles. Donc, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on était sur la Lune, les astronautes, avec leurs gros gants, pouvaient pas ajuster les appareils photo sur le temps d'exposition. Donc, les appareils avaient déjà été calibrés. On calculait l'endroit où les astronautes allaient se poser. On calculait la quantité de lumière. Toutes les missions Apollo se sont posées sur la face visible de la Lune. Ouais, parce que tu comprends que si on s'était mis de l'autre côté, on n'aurait pas pu avoir de communication. Donc, pour que les communications puissent fonctionner, on était donc du côté, le côté visible. Et c'était
un côté également, on a choisi l'émission durant les pleines lunes ou les quartiers de lune où ces parties-là étaient éclairées parce qu'on voulait avoir de la lumière. Hein. On n'a pas amené des projecteurs sur la lune. Là. Donc, on a considéré qu'il devait faire jour. Donc, on a calculé la luminosité. Hein. On a calculé la réflexion également que produit le sol lunaire. Hein. C'est comme une poudre très fine. Hein, pour décrire un peu la surface de la Lune, elle est composée de minuscules particules qui ressemblent un peu à du verre, hein, comme des petites billes de verre. Okay. Et c'est très réfléchissant. Donc, on avait calculé ça, le niveau de réflexion du sol, la lumière du soleil, et on a calibré les appareils pour prendre de belles photos de ce qui se passait sur la Lune. Ce qu'on voulait voir sur les photos, c'est les astronautes, c'était leurs activités. On voulait pas voir les étoiles. Si on aurait voulu voir les étoiles, on aurait demandé un télescope quelque part de prendre des photos d'étoiles. C'était pas ça qu'on voulait. Donc c'est pourquoi on n'en a pas de photos d'étoiles et ça s'explique essentiellement par le b.a.-ba de la photographie. Il suffit d'avoir fait le moindrement de photos dans sa vie pour savoir que cet argument-là est tout à fait ridicule. L'autre argument, c'est de dire, ben oui, mais quand on regarde les photos sur la Lune, le drapeau semble flotter en l'air. Ben, ça s'appelle une tige de métal. Hein? C'est une tige de métal qu'il y a dans le haut du drapeau pour le maintenir droit, pour qu'on puisse voir les bandes étoilées, tout ça. C'est bien normal. On fait, tu sais, c'est une mission lunaire américaine. On veut que le drapeau flotte, on veut qu'il soit beau. Et il suffit de rentrer dans votre moteur de recherche, hein, drapeau, hein, flag, Apollo 12, et vous allez voir que là, vous avez un drapeau qui était foiré sur son mât, parce que les astronautes d'Apollo 12 n'ont jamais été capables d'accrocher la tige de métal qui fait que le drapeau était debout. Fait qu'ils ont essayé pendant une vingtaine de minutes, puis à un moment donné, la NASA a dit, ben, laissez faire, tu sais. Fait que le drapeau d'Apollo 12, il est affaissé sur son mât. Mais parce que les astronautes n'ont pas pu accrocher la tige qui fait que le drapeau est debout. Donc, si vous voyez un drapeau qui semble flotter au vent, ben, dites-vous qu'il y a un trucage. Le trucage, c'est pas un trucage d'Hollywood, c'est une petite tige de métal dans le haut du drapeau qui fait qu'il tient debout. Ensuite, on nous dit, ça. Pas plus compliqué. Ensuite, on nous dit, ah oui, mais il n'y a pas de cratère sous le LEM quand il s'est posé. Et pourquoi devrait-il en avoir? Toi, si tu prends un chalumeau puis tu prends une roche, hein, la Lune, là, c'est une roche. Le LEM lunaire ne s'est pas écrasé sur la Lune, il s'est posé sur la Lune. Donc, pourquoi les gaz d'échappement auraient-ils créé un cratère? Si tu prends un chalumeau et une roche, puis tu envoies ton chalumeau sur la roche, est-ce que tu vas faire un cratère? Non. Pense pas. Ta roche va devenir chaude, là. Ben, tu feras pas de cratère avec ça. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de cratère sous l'LEM, parce que les gaz d'échappement, on a une très mince couche de poussière sur la Lune, hein, le sable lunaire, disons. Mais cette couche-là a été soufflée au moment de l'atterrissage. D'ailleurs, on voit que le sol a été soufflé, mais il n'y a pas de cratère parce que c'est de la roche. Puis les gaz d'échappement n'auraient pas fait de trou dans la roche. Et ensuite, toujours dans la même foulée des ignorants, on nous dit oui, mais il n'aurait pas pu aller sur la Lune parce que il faut traverser les ceintures de Van Allen. Ce sont deux grosses ceintures de radiation qui entourent la Terre, qui nous protègent des ondes cosmiques, du rayonnement cosmique. Et ces deux ceintures sont très radioactives. Hein, il y en a deux. La première se trouve s'étend entre 700 km et 10 000 km de la Terre. Là, imagine-toi la Terre avec comme deux gros quartiers d'orange autour. Ouais. Donc, le premier va de soit 700 km à 10 000 km, le second de 13 000 km à 65 000 km. Mais comme ce sont deux gros quartiers d'orange, hein, si tu t'imagines là, la Terre avec deux gros quartiers d'orange, tu as bien compris que tes quartiers d'orange sont beaucoup plus épais au milieu qu'à chaque bout. Hein? Oui, c'est normal. Ben, quand on a envoyé les vaisseaux spatiaux, la NASA a fait passer les vaisseaux par les endroits où la ceinture de Van Allen était la moins épaisse. Et ça représente, pour les astronautes qui sont allés sur la Lune, oui, ils ont traversé la ceinture de Van Allen. Oui, ils ont été soumis à de la radioactivité, mais la radioactivité à laquelle ils ont été soumis est à peu près l'équivalente de deux radiographies de rayons X à l'hôpital. Fait que il n'y a pas personne qui s'est changé en incroyable Hulk après avoir eu deux radiographies à l'hôpital. Donc les astronautes ont parfaitement survécu à ce passage-là. Donc ces histoires-là, ce sont des éléments qui sont bien connus. Puis passe-moi l'expression, mais c'est ridicule de voir qu'on nous ressent ces mêmes arguments-là. Ça a été répondu 1000 fois. C'est des arguments proposés par des ignorants qui s'adressent
s'adresse à des ignorants pour essayer de faire valoir une théorie qui tient pas la route. Il faut se rappeler que les missions Apollo, c'est 600 000 travailleurs. Hein? Et si tout ça était truqué, il devait bien avoir une couple là-dedans qui savait que c'était truqué. Donc, comment tu peux faire... Tu sais, c'est difficile de garder un secret entre deux personnes. Comment tu aurais réussi à faire garder le secret avec 600 000 personnes? C'est bon, il y a comme une invraisemblance là-dedans. Il faut se rappeler qu'on a ramené 400 kilos de roches lunaires. Ah, aussi une bonne preuve. Oh, ça, c'est une bonne preuve. Puis là, les gens diraient, oui, mais si une météorite frapperait la Lune, puis qu'elle créerait des déjections, parce qu'on a trouvé sur Terre des météorites en provenance de la Lune. Ouais. Alors, les gens disent, les pierres lunaires pourraient être simplement des météorites. Non, parce que lorsqu'une météorite entre dans l'atmosphère, elle est chauffée, donc la pierre devient très très lisse, alors que les pierres amenées par les astronautes n'ont pas ces surfaces lisses. Elles sont très poreuses puisqu'elles ont été directement prises sur le sol. Donc, on a ces 400 kilos de roches lunaires. Et ensuite, la meilleure preuve qu'on est allé sur la Lune, c'est d'abord, dans un premier temps, que s'est-il passé le 22 juillet 1969? Qu'est-ce qui s'est passé? L'abandon du programme lunaire des Soviétiques. Oh, oui. À l'époque, ils n'ont pas continué. Voilà, parce que c'est ça. Parce que c'était une course. Qui seraient les premiers sur la Lune? Hein? À partir du moment où les Américains débarquent sur la Lune, les Russes, les Soviétiques étaient prêts. Hein? Ils avaient des grosses fusées Proton. Ils avaient même développé un LEM lunaire assez semblable au LEM utilisé par les Américains, sauf que le LEM des Soviétiques pouvait amener seulement un astronaute à la surface de la Lune. Donc, le concept est à peu près le même. Un vaisseau se met en orbite autour de la Lune, on largue un LEM, mais le LEM soviétique avec seulement un homme à bord qui débarque et va sur la Lune. Mais dès que Armstrong et Aldrin ont débarqué sur la Lune, le lendemain, Léonid Brejnev, le secrétaire du Parti communiste, a appelé le président Nixon, puis a dit, félicitations, vous êtes arrivés sur la Lune, et le même jour, le programme lunaire soviétique a été abandonné. Et ça, crois-moi, si les Américains n'avaient pas été sur la Lune, je peux t'assurer que 3 jours plus tard, les Soviétiques auraient débarqué. Hein? Non seulement pour faire un pied de nez aux Américains, mais pour prouver au reste du monde que les Américains étaient des pleins de marde. Mais ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que c'était clair que les Américains avaient débarqué là. Et enfin, si tu as besoin d'une preuve supplémentaire, c'est vrai que si tu m'avais posé il y a 20 ans la question, comment puis-je te prouver que les hommes sont allés sur la Lune en dehors des images et des photos, je t'aurais dit, il y a les pierres lunaires, mais les pierres lunaires ne peut pas les manipuler qui veut. Hein? Elles sont conservées très précieusement au Centre spatial de Houston. J'ai pu en voir quelques-unes. Hein? On m'a autorisé à un moment donné à entrer dans la salle où sont conservées les archives lunaires, les archives Apollo et les archives des pierres, là, et qui sont conservés là, donc j'ai pu les voir de mes propres yeux, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais c'était compliqué il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a une autre preuve supplémentaire pour prouver ça, et c'est une preuve qui est accessible à n'importe qui. Depuis 2009, la NASA a mis en orbite autour de la Lune une sonde spatiale qui s'appelle le Reconnaissance Orbiter, le Lunar Reconnaissance Orbiter. C'est une sonde donc qui tourne autour de la Lune et qui a recartographié la Lune entièrement avec des caméras qui sont 1000 fois plus performantes que les caméras qui avaient été embarquées dans les années 60 dans les missions Apollo. Or, les photographies prises par le LRO, le Lunar Reconnaissance Orbiter, nous montrent les sites d'atterrissage avec une telle précision qu'on voit le LEM, on voit la petite Jeep, on voit les traces de pas des astronautes sur la Lune. Donc, il suffit simplement de taper dans un moteur de recherche comme Google, site d'atterrissage, mission Apollo, puis vous allez les voir et on voit les objets sur la Lune qui ont été laissés par les astronautes. On voit même les traces de pas, tout ça. Donc, oui, on est allé sur la Lune, il n'y en a aucun doute. Et les gens qui continuent de se marteler ou se mettre en tête que non, il n'y a pas été, puis que tout ça a été monté dans un studio de cinéma, je lui dis bravo, demain, on va parler des licornes et des farfadets. Bon, voilà. Donc oui, on est allé sur la Lune. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, si on est allé sur la Lune, pourquoi avoir mis fin aux missions Apollo? Oui. Bon. Ça, c'est ma question. Bon. Alors, pourquoi on a mis fin aux missions Apollo? D'abord, il faut savoir que le programme des missions Apollo était un véritable projet national. Un projet national qui avait été lancé en 1962 par le président Kennedy dans une allocution qui est probablement la plus importante allocution qu'il a fait durant sa présidence. Et on écoute ce court extrait de ce discours qui a été historique.
On va l'avoir. OK. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Donc, comme on le voit, Kennedy lance en ce défi-là, il dit, nous allons aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile, et ça va combiner les plus grandes expertises, la plus grande détermination pour réussir cet exploit-là. Puis c'est pas un exploit qu'on veut mettre de côté, hein, c'est vraiment un appel national. Nous, les Américains, on va réussir ce grand défi de débarquer des hommes sur la Lune. Il faut quand même se rappeler qu'on est dans les années 60, début des années 60, c'est la guerre froide entre c'est un bras de fer qui se joue entre l'Union soviétique et les Américains pour une espèce d'hégémonie de l'espace qui seront les premiers à se rendre sur la Lune. On a transformé cette course à la Lune. Bon, le président Kennedy, c'est le président aimé, abattu, qui est tombé au combat. Il est assassiné en novembre 1963. Donc, pour les Américains, il va devenir une espèce de référence à l'histoire. Même si durant son mandat, alors qu'il était président, le président Kennedy n'avait pas que des gens qui l'aimaient. Il avait ses détracteurs aussi. Mm-hmm. Mais après qu'il soit mort à Dallas, il était assassiné à Dallas, les Américains, collectivement, que l'on aime Kennedy ou qu'on n'aime pas Kennedy, il n'en reste pas moins que c'est un homme qui avait donné sa vie pour la nation et il est mort au combat. Et on a fait de la course à la Lune une espèce de défi national, un peu comme un match de hockey. On a réussi à créer cette espèce d'engouement. Quand on regarde un match de hockey, un match de finale de la Coupe Stanley, le Canadien contre Boston, puis c'est le match de finale de la Coupe Stanley. De toi à moi, ça donne quoi que le Canadien gagne la Coupe Stanley? Strictement rien si ce n'est une fierté nationale. Et c'est ça qu'on a réussi à faire, que la NASA et le président Kennedy ont réussi à inculquer aux Américains. Cette idée qu'on va avoir un projet national. C'était comme un véritable match de hockey entre les Américains, la NASA, l'équipe NASA d'un côté et l'équipe Roscosmos de l'Union soviétique de l'autre bord. Et on voulait que ce soit l'équipe NASA qui gagne. Donc ce projet-là avait le support du public et on a investi énormément. Les missions Apollo ont coûté 26 milliards de dollars. En argent d'aujourd'hui, c'est 200 milliards de dollars, le projet Apollo. Donc, après que les astronautes aient débarqué sur la Lune en 1969, donc ça a été parfait, on a réussi, on a rempli le mandat que Kennedy avait dit, on va mettre des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie, on a réussi. Donc, on s'est dit, si le président Kennedy nous voit de là où il est, on a réussi à faire cet exploit-là, on a rempli notre mandat. Mais après, pourquoi continuer? Donc, c'est cette idée du après continuer. D'abord, les Américains, à ce moment-là, ils ont d'autres... On a fait l'exploit. Les Américains se retournent ensuite en disant, oui, mais il y a d'autres préoccupations qui sont beaucoup plus triviales. La crise du pétrole, le chômage, la pauvreté, le ghetto, la violence. Ces éléments-là sont à notre portée. Ouais. Donc, c'est beau qu'on a envoyé des gens sur la Lune. Parfait, le président Kennedy doit être bien content, mais là, on doit penser à nous. Et la grande majorité des gens ne comprennent pas, puis c'est encore vrai aujourd'hui, la grande majorité des gens ne comprennent pas l'importance de la recherche spatiale. Quand on regarde le projet Artemis, et il y a plein de gens qui se disent, mais pourquoi on prend des milliards pour envoyer des hommes encore sur la Lune, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim? La question est simple. Si j'investis dans une compagnie de sandwich, demain, je vais pouvoir nourrir 1 million de gens dans les pays défavorisés. Mais après-demain, ils auront encore faim. Mm-hmm. Si j'investis la même argent dans le programme spatial, je pourrais pas nourrir ces gens-là demain. Je pourrais pas nourrir ces gens-là après-demain. Mais dans 6 mois, je vais pouvoir nourrir 1 million de ces gens-là le restant de leur jour. C'est ça que les gens comprennent pas.
Donc, on voit l'élément trivial tout de suite, mais on ne voit pas apporter, parce que tu comprendras que mettre des hommes sur la Lune ou ultimement sur Mars, on devra imaginer des systèmes, par exemple, pour faire de la culture avec des terres excessivement appauvries. Les mécanismes qu'on va développer de pouvoir transformer des sols qui sont stériles en sols fertiles, ben ces mêmes technologies-là pourront être appliquées dans des pays, justement, où on a des terres qui sont peu fertiles. Ben oui. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils voient. Les gens voudraient qu'on investisse tout de suite dans des subways puis qu'on aille donner des sandwichs au monde. Mais demain ou après-demain, ils auront encore faim. Et les gens se rendent même pas compte aujourd'hui que s'ils regardent la télévision sans fil, avec des émissions qui viennent d'Europe, ils ont des téléphones, ils ont des GPS dans leur voiture, ils sont incapables de réaliser que sans la conquête de l'espace, rien de tout ça ne serait possible. Et sans compter tous les développements technologiques qui ont les avancées que ça a apporté à la médecine. Il y a eu des bons extraordinaires. Aujourd'hui, on est capable de faire de la microchirurgie. On t'ouvre même pas. On te rentre un endoscope, puis on va dans ton organe, puis on fait les opérations nécessaires. Cette miniaturisation de la technologie a été rendue possible grâce à la conquête de l'espace. On a développé des matériaux parce que les vaisseaux spatiaux, plus ils sont légers, moins on a besoin de carburant. Donc, on avait besoin de développer des alliages. Ces alliages, c'est du titane, c'est des matériaux développés à base de carbone qui sont utilisés aujourd'hui dans des domaines extraordinaires, dans des domaines médicaux. Les gens se rendent pas compte que tout ça nous vient de la conquête de l'espace. Mais c'est toujours on veut quelque chose tout de suite et qui soit plus évident. Ouais. Donc, dans les années 60, début des années 70, après la mission Apollo 17, la NASA a dit on veut continuer jusqu'à Apollo 20, mais malheureusement, ils avaient plus le support du public. On était en pleine guerre du Vietnam, il y avait des problèmes d'économie, des problèmes de pauvreté. Les gens se disaient on a mis des hommes sur la Lune, pourquoi y retourner? Donc, peu à peu, il y a eu un désintéressement du public. Et si tu n'as pas le désintéressement du public, tu n'auras pas l'intérêt du Congrès. Et le Congrès, c'est lui qui vote les argents qui sont donnés à la NASA. Malheureusement, donc, oui. À ce moment-là, donc, le Congrès a dit non. On va investir ailleurs, mais pas dans la Lune. Et alors, à ce moment-là, on avait les fusées étaient déjà prêtes pour les missions Apollo 18, 19 et 20. La mission Apollo 18 a été utilisée, le vaisseau d'Apollo 18 a été utilisé dans une mission qui a permis de relier ensemble un vaisseau soviétique, un Soyouz soviétique et un vaisseau Apollo. C'est une mission en 1975 qu'on a appelée la mission Apollo-Soyouz. Ce qui a permis, avec la station spatiale aujourd'hui, de pouvoir faire du dockage, entre guillemets, des navettes spatiales, des vaisseaux Soyouz. Donc, on a développé des systèmes d'arrimage, et ça à partir de la mission Apollo-Soyouz en 1975. Les missions Apollo 18, Apollo 19 et Apollo 20 ont été complètement abandonnés. Les vaisseaux d'Apollo 19, ils sont visibles au centre spatial Kennedy en Floride, donc tu peux voir la fusée Saturne V, le lemme lunaire est exposé là, et la fusée Apollo 20, elle est exposée, la fusée elle-même, la Saturne V est exposée au centre spatial de Houston, et le lemme qui aurait dû faire partie de la mission Apollo 20, il est exposé au Smithsonian, le musée de l'air et de l'espace à Washington DC. Ça doit être incroyable. Ouais, c'est là que ces missions-là se sont terminées. Et la raison pourquoi on a abandonné, c'est parce qu'on avait des raisons plus triviales de mener, d'investir de l'argent aux États-Unis. Et puis, c'est pour ça qu'on a abandonné. Pas de complot, pas parce qu'il y avait des extraterrestres sur la Lune, rien de tout ça. Juste de régler nos propres problèmes avant d'aller s'en causer d'autres. Oui, puis les gens voyaient pas, comme je te dis, les gens ont une vision très triviale. Ils ne voient pas à long terme les retombées que peut représenter de la recherche de haute définition, de haute pointe, comme la conquête de l'espace. Ouais. Écoute, pour te donner une idée, là, quand Neil Armstrong a débarqué sur la Lune en juillet 1969, on raconte qu'il y a eu à peu près 50 millions de personnes à travers le monde qui ont regardé le débarquement de Neil Armstrong sur la Lune. Et lorsqu'il y a eu la mission Apollo 17, on est 2 ans et demi plus tard, les gens en après-midi, on a coupé le téléroman d'après-midi pour montrer des hommes qui débarquaient sur la Lune avec Apollo 17, Gene Cernan et Harrison Schmitt. Crois-le ou non, des gens ont appelé la station de radio, la station de télé CBS aux États-Unis pour dire « Hey, vous avez coupé mon téléroman As the World Turn pour me montrer des gars qui débarquent sur la Lune? »
Les gens étaient plus préoccupés parce qu'on coupait leur téléroman d'après-midi que de leur montrer des hommes qui marchaient sur la Lune. Tu vois comment on s'habitue rapidement à l'incroyable, au fantastique. Donc, ça a été ce désaveu, ce désintérêt du public américain pour la conquête de l'espace qui fait que les missions Apollo ont été abandonnées. Et là, je vois le temps qui file. Okay. Alors, notre dernière question. Pourquoi est-ce si difficile d'y retourner? Ouais, simplement parce que, dans un premier temps, les infrastructures qu'on avait développées en 1969-70 n'existent plus. Donc, toutes ces infrastructures-là doivent être repensées. Hein. On ne peut plus utiliser les vaisseaux qu'on avait imaginés à l'époque. Les plans, tous les plans du LEM lunaire, le plan des fusées Apollo, tout ça a été renvoyé au panier. On n'a plus ça, là. Ça n'existe plus, ça. À regarder ça aujourd'hui, on doit se rendre compte que c'était quand même broche à foin pas mal. Là. Absolument, absolument. Écoute, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns des astronautes qui sont allés dans des missions Apollo. Et un d'entre eux, notamment James Irwin, me disait, écoute, la première règle dans notre catalogue, c'était si la lumière dans le tableau de bord s'allume pas, donne un coup de poing dessus. C'était ça l'idée. T'sais. Donc, les infrastructures n'existent plus. On n'a plus de lanceurs. Hein. Les grandes fusées Saturne n'existent plus. Donc, on n'a plus cette structure-là. La technologie n'est plus la même. Même si on devait sortir les anciens systèmes qu'on avait, ça fonctionne plus. Hein. C'est plus ça. C'est plus les mêmes switches, c'est plus les mêmes boutons. Ça marche plus pareil. T'sais. Donc, il faut vraiment recommencer à zéro. T'sais. Donc, c'est comme si on disait, ben là, on veut faire une course avec des Ferrari sur un circuit de Formule 1, puis je t'amène un vieux Model T, puis je te dis, essaye de faire quelque chose à partir de ça. Tu faisais, non, il faut recommencer à zéro. Ton Model T, il marche plus. Surtout qu'on a arrêté puis que ça n'a pas évolué avec le temps. Tu sais, une voiture, ça a évolué, mais ça, on a eu une grosse coupure. Là, il faut recommencer à zéro. T'as tout compris, Louis. On a investi sur d'autres systèmes. On a développé la navette spatiale, mais la navette spatiale n'était pas conçue pour aller sur la Lune. C'est un orbiteur qui était conçu pour aller dans l'espace. On a investi pour développer des modules qui pouvaient être assemblés à la Station spatiale internationale, mais on n'a pas travaillé sur des systèmes de lanceurs qui pourraient ramener des vaisseaux sur la Lune. Ouais. Donc, les derniers vaisseaux qu'on a pensés de cette façon-là, ben, ça remonte à 50 ans. Donc, il faudrait vraiment recommencer à zéro. Et l'objectif, il faut se rappeler que l'objectif n'est pas le même. L'objectif des missions Apollo était d'envoyer des hommes sur la Lune pour faire de l'exploration. Maintenant, le projet de la mission Artemis n'est pas de faire de l'exploration. On a exploré la Lune. On sait un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, on va en faire encore de l'exploration. On n'a pas tout vu. Mais l'idée maintenant d'aller vers la Lune, c'est de créer un système qui soit permanent. Donc, on veut mettre en orbite autour de la Lune une station. Il y a des vaisseaux qui vont partir de la Terre, vont aller s'arrimer à cette station-là, orbitale, lunaire, et il y aura des vaisseaux qui vont jouer comme un ascenseur pour amener des hommes sur la Lune, les ramener à la station lunaire, les ramener sur la Lune, les ramener à la station lunaire. C'est vraiment un tout autre système parce que ce que l'on veut, c'est une présence permanente sur la Lune, une base qui va nous permettre de faire d'être le tremplin vers des missions plus lointaines, donc des missions vers Mars, des missions peut-être vers Jupiter éventuellement. Donc on veut développer des systèmes, une base sur la Lune avec une occupation permanente, alors que les missions Apollo, c'était de l'exploration. On envoyait des gars là-bas avec une tente roulotte, puis ils restaient là 2 jours, puis ils repartaient. Là, c'est pas ça qu'on veut. On veut construire une maison sur la Lune. Donc évidemment, ça devient très complexe. On doit développer de nouvelles technologies, de nouvelles infrastructures qu'on n'a plus. Et c'est pourquoi c'est si difficile de retourner en 2022 sur la Lune, parce qu'il faut recommencer à zéro. Hey, si jamais il y a des gens qui veulent en apprendre plus sur la mission Artemis, il y a Robbie qui a fait une entrevue dans Moreau en jazz avec Isabelle Tremblay. Elle, c'est la directrice astronaute, sciences de la vie et médecine spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Puis elle a tout décortiqué ça, ben comme du monde. Fait que vous irez voir ça sur radiox.com, ceux qui veulent en apprendre plus. Merci beaucoup, Christian. Ben, ça me fait plaisir. Fait que, écoute, on a répondu à ces grandes théories du complot sur la Lune. Donc, on peut mettre ça derrière nous, passons à autre chose et levons les yeux vers le ciel et restons émerveillés par tout le travail que la NASA a pu accomplir au cours des 50-60 dernières années. Yes, s'il reste quelqu'un qui croit encore qu'on n'est pas allé sur la Lune, ben là, il n'y a plus rien à faire. Demain, on parle de quoi? Demain, je te parle d'un tueur de l'occulte, donc des gens qui ont commis un crime épouvantable, mais sur des préoccupations un petit peu farfelues. Donc ça, c'est notre sujet de demain. Parfait, j'ai bien hâte. Hey, passe une très belle fin de soirée. Toi aussi. Donc on se reparle demain. Ciao. Yes, salut. Radio X Files. Radio X.
Groupe LD, c'est le plus grand spécialiste de l'outillage au Québec. Peu importe l'outil que vous cherchez, ils l'ont en inventaire. Pour des outils puissants, fiables et innovants, ça vous prend la marque Milwaukee. Toute la gamme d'outils et d'accessoires Milwaukee est disponible chez Groupe LD, le plus grand dépositaire Milwaukee à Québec. Rencontrez Michael pour des conseils judicieux et un service après-vente exceptionnel. Groupe LD, le spécialiste de l'outillage industriel et commercial depuis plus de 50 ans. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin Hamel et Henri IV. Le temps des fêtes est commencé chez Chaloux. Paquet cadeau, 15 de 24 Grolsch au prix minimum et tirage de 2 frigos Lagabière dans toutes les boutiques. On a de tout pour célébrer. Accommodation Chaloux à Beauport, Saint-Émile et au Grand Marché, ouvert 7 jours sur 7 à l'année. accommodationchaloux.com. Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 34 millions. Ouais. Ça brasse dans le boulier. Tu trouves que l'essence coûte cher? Change pour un Rogue 2023 du groupe Pocket. Sur route, ça boit à peine 6,7 litres au 100 km. Pas pour rien que c'est le meilleur VUS de sa catégorie selon les journalistes auto. Il y a de la place en masse. Il est polyvalent, puis le design est splendide, réfléchi et pratique. Viens choisir ton Rogue 2023 prêt pour livraison et informe-toi sur les plus exclusifs au groupe Pocket. On rachète même ton véhicule ou ton bail. Détails pendant le joyeux événement d'adrénalinologie chez Pocket Nissan Saint-Nicolas Nissan et Montmagny Nissan. Votre projet cette année? Obtenir votre licence d'entrepreneur en construction. Groupe ZSC.com vous offre une formation ultra innovatrice et hybride